Donald Trump qui a donc signé, c'était en début de semaine, un décret pour imposer 25% de droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Et là, j'insiste, quelle que soit sa provenance dans le monde, et ce à compter du 12 mars. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Ces droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium vont donc frapper tous les pays, tous ceux qui exportent vers les États-Unis. Est-ce que cette guerre, sans exception, il l'a bien dit, est-ce que cette guerre commerciale, elle devient mondiale puisque, encore une fois, sans exception? Est-ce qu'une nouvelle étape est franchie? Alors, je pense que c'est un élément de négociation. Alors, je ne veux pas rentrer en fait finalement enfoncer des portes ouvertes puisque beaucoup de gens le disent, mais on est clairement face aujourd'hui à une stratégie de rapport de force, soit qui vise à imposer véritablement des droits de douane à ceux qui ne voudraient pas se plier finalement aux exigences américaines, qui peuvent être de tous ordres, des mesures pro-business, l'extinction en fait de mesures de rétorsion en fait qui pouvaient exister par le passé, à répondre à toute notion de déséquilibre perçue par les États-Unis vis-à-vis en fait des échanges commerciaux, en gros qui pourraient être contre leur business à eux. Donc on est clairement en l'instauration d'un rapport de force généralisé, donc qui pose des jalons en fait finalement d'un rapport de force qui amènera à négociation. On a quand même déjà vu en fait quelques échanges avec notamment l'Australie sur d'autres sujets. Donc l'Australie et l'Amérique a un excédent commercial avec l'Australie. Oui, c'est ça, mais donc d'une certaine manière, elle la pose avec tout le monde parce qu'elle est déficitaire avec tout le monde. Donc ça s'entend. Et donc en fonction probablement des réponses qui seront faites par les partenaires commerciaux, on aura probablement une évolution en fait de ces droits de douane différenciés. Mais d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est de remarquer les différences de stratégie par rapport à ce qu'on avait pu voir dans le premier mandat de Donald Trump. Et là où c'est intéressant pour le coup, c'est qu'on voit bien que depuis, le monde a changé. Et la position des États-Unis sur l'échiquier international a également changé. C'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que les États-Unis, et c'est vraiment clair aujourd'hui au regard en fait de sa tentative d'imposer des rapports de force à tout le monde, c'est que les États-Unis sont en situation d'hégémonie dans une situation bien plus hégémonique que ce qui était le cas il y a 10 ans. Puissance économique, puissance financière, puissance monétaire, puissance évidemment militaire, donc 950 milliards de dépenses militaires par an, c'est 45% du budget mondial dans ce domaine. Donc en fait, on est finalement on crante, on est au niveau 2 du rapport de force encore plus brutal imposé, tout simplement parce que sur l'échiquier de la scène internationale, les États-Unis n'ont jamais aussi semblé puissantes. Ouais. Après, Pierre, c'est vrai qu'avec Trump, c'est toujours difficile, j'ai envie de dire, de distinguer ce qui relève du bluff ou de l'intimidation de la réalité. Parce qu'on se dit en plus que 12 mars, ça laisse un petit peu de temps aux uns et aux autres, notamment aux partenaires des États-Unis, pour essayer de négocier avec Trump et son administration. Mais c'est compliqué à comprendre pour des Européens que nous sommes d'ailleurs, c'est que, et là vous avez raison, c'est qu'en fait, ne lisons pas ça comme une tentative idéologique de militer pour la fermeture du commerce international. C'est pas le sujet en fait. Les Américains ils sont ni pro ni anti, ils sont pragmatiques. En fait, ils sont pro-business. C'est pour ça que pour nous on voit ça comme une tentative brutale de fermeture commerciale, comme s'il y avait une idéologie sous-jacente, mais là vous leur prêtez des intentions qui ne sont pas les leurs. Il n'y a pas d'idéologie derrière ça. Il y a en fait un pragmatisme froid qui dissonne beaucoup avec nous, nos habitudes, puisque nous on est, d'ailleurs c'est symptomatique, si on dîne ensemble ce soir en Europe, on parlera politique, alors qu'aux États-Unis on parle business. Et bien en fait, là tout est résumé dans ce propos-là. Et la lecture du positionnement sur la question des droits de douane, elle est de ce type. Pour Donald Trump, et là vous avez raison, il n'y a pas de visibilité sur in fine ce qui sera implémenté, ça dépendra de la réponse, en tout cas, de la réponse qu'apporteront les partenaires commerciaux à ce sujet-là, et en fonction d'eux, il tapera là où il estime en fait que les réponses ne sont pas à la hauteur, et en gros il sera plus, entre guillemets, gentil, en tout cas plus docile avec les partenaires commerciaux qui se plieront. Et d'ailleurs on voit déjà que les réponses ne sont pas les mêmes, au niveau international. La Corée du Sud, le Royaume-Uni, grosso modo, a accepté en fait sans broncher en fait ce rapport de force, donc on se plie. Là, on a des tentatives comme le Canada, comme l'Union européenne, qui entre guillemets, en tout cas, ne jouent pas la même posture. Donc avec un discours de rétorsion ou de réponse qui serait ferme et proportionné. Attention, c'est dangereux quand même. C'est dangereux en fait rentrer dans un rapport de force quand on est en situation de fragilité,
ça peut être dangereux tout de même. Il faut aussi être lucide quant à ses forces et ses propres faiblesses. D'autant que les tarifs annoncés par Trump sont plus élevés, plus importants que ceux de son premier mandat. Sur l'aluminium, c'est 25% contre 20% en 2018. Et je crois que c'est pire encore pour l'acier qui était frappé de droits de douane plus faibles. 10% à l'époque. Ouais. C'était 10% à l'époque. Ouais, 10%, mais voilà. c'est corrélé à ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, ils iront d'autant plus loin que leur situation est plus hégémonique qu'il y a 10 ans. Enfin, il faut être lucide, y compris même, vous le commentez souvent, mais les marchés boursiers. C'est-à-dire que jamais, en fait, si c'est déjà arrivé, mais jamais on a vu, en fait, même une puissance financière, une puissance boursière, en fait, américaine aussi puissante qu'aujourd'hui. Il y a 10 ans en arrière, on n'en était pas à ce point, en fait, de suprématie au niveau international. Donc, effectivement, là, il attaque plus dur, parce qu'en réalité, il est plus fort. Et c'est pour ça que la notion même d'estimer le rapport de force et d'équilibre, en fait, du jeu des forces en présence, il est important à avoir en tête pour savoir jusqu'où on peut aller sans se mettre en difficulté. Aujourd'hui, clairement, ils ont toutes les cartes en main. À ce stade. Donc après, évidemment, il faudra voir quelles seront les réactions associées. Il a juste un élément qui risque de peser. Et ça, c'est quand même un élément important. Je pense que ça peut être intéressant qu'on échange ensemble sur le sujet, même si c'est pas à très court terme. Le corollaire de la suprématie des Américains aujourd'hui, c'est qu'in fine, tout le monde le sait, cette hégémonie, elle doit se traduire par une appréciation du dollar, de la monnaie américaine. Or, dans la tentative de Donald Trump d'instaurer des droits de douane, il y a quand même la volonté, d'une certaine manière, de réduire en fait ces déficits commerciaux. Or, vous le savez, aussi bien que moi, si votre monnaie monte, votre compétitivité à l'international et à l'export, en fait, diminue. C'est-à-dire qu'en gros, votre capacité à exporter les biens ou les services que vous produisez chez vous diminue, puisque la capacité qu'ont les gens en face de vous à les acheter diminue parce que la valeur de leur monnaie diminue alors que celle de Donc il y a une contradiction. Et à l'inverse, le pouvoir d'achat des Américains, même en dépit des droits de douane, augmente. Si la monnaie prend 10%, eh bien ça veut dire que les Américains ont 10% de plus de capacité à acheter des produits et des services qui sont fabriqués ailleurs. Vous voyez, donc ça, en fait, et là c'est intéressant juste pour faire un petit parallèle historique. Ça ressemble quand même un peu à ce qui s'est produit au milieu des années 80. À l'époque aussi, on avait une problématique de déséquilibre commercial des États-Unis avec qui? Le Japon et l'Allemagne. Et vous savez comment ça s'est terminé. Donc, exactement de la même manière, tentative de résorber ces déficits commerciaux avec un certain nombre d'éléments qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que, de la même manière, le dollar n'arrête pas de monter. Et du coup, ça rend caduque toute tentative. Puisque vous l'avez compris, la compétitivité à l'export ou à l'import, elle est fonction de la valeur de sa monnaie vis-à-vis du reste du monde. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé en 85 les accords du Plaza à New York, puis ensuite en 1987 les accords de Paris. Et ça a amené à quoi? À l'orchestration, en fait, en gros, au fait que les Américains ont tordu le bras aux banques centrales, à la fois japonaises pour affaiblir le dollar. Pour affaiblir le dollar, et ayez en tête tout de même que l'affaiblissement entre 85 et 90, il a amené à une chute de 50% de la valeur de la valeur de ces monnaies. Donc attention, par rapport au yen par exemple. Donc attention, c'est-à-dire qu'en fait on est probablement en train de jouer cette séquence préalable. Aujourd'hui, en gros, Donald Trump va pas réussir. En tout cas, si l'objectif c'est vraiment réduire les déficits commerciaux, il est peu probable qu'il y arrive parce qu'il est victime de son succès. Son hégémonie, sa suprématie non feinte aujourd'hui amène à un dollar qui s'apprécie, qui rend quasi caduque toute tentative de rééquilibrage. Et ça va donc continuer à faire monter le dollar jusqu'au moment où ils se rendront compte que, en fait, la question d'échange est centrale et que, finalement, ce dollar qui monte, qui arrange tout le monde pour l'instant, se finira par être son principal ennemi. Et surtout, il faudra qu'il fasse l'état des lieux vis-à-vis de sa population, de son échec quant à sa capacité à résorber les déficits commerciaux à cause de ça. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait avoir vraiment des tensions au niveau monétaire. Et alors là, c'est une autre histoire. Mais on n'en est probablement pas encore là. Il faut déjà, en fait, qu'on sorte de cette séquence de négociations, de droits de douane, de tentatives finalement avec des armes traditionnelles de résorption des déficits commerciaux. Et on verra probablement dans 6 mois, dans un an ou dans un an et demi qu'ils auront bien du mal à le faire à cause de la valeur, en fait, de la valeur du dollar. Quand il signe ces décrets, Trump, je vais vous faire réagir là-dessus, parce que moi ça m'interpelle, il avait déjà dit, mais il le rappelle, il dit « Nous commençons à rendre l'Amérique riche à nouveau ». Il y a toujours cette idée que les Américains, l'Amérique va tirer beaucoup de revenus supplémentaires avec ses tarifs douaniers. Là, il faut quand même expliquer les choses concrètement. Qui paye ces tarifs douaniers? Pardon? Qui paye ces tarifs douaniers? In fine, qui paye Alors, la les tarifs douaniers, ça va dépendre, en fait, ça va dépendre de l'endroit. Quand on dit cela, théoriquement, le vrai gain pour les États-Unis, c'est si finalement les gens ne payent pas ces tarifs douaniers. Si ces tarifs douaniers-là, ils sont suffisamment dissuasifs pour que les gens qui produisent aux États-Unis. Exactement. C'est ce que cherche Trump d'ailleurs. C'est ça que cherche Trump. Et c'est exactement ça. C'est ce que cherche Trump. C'est que concrètement, en fait, les lieux de production
finissent par revenir en fait aux États-Unis. Mais il a raison. Là, évidemment, pour quelque le coup, part, là il a où raison. on s'enrichit. On veut tous relocaliser les industries sur notre sol. Oui, enfin, en gros, c'est la pierre qui poursuit finalement le phénomène qu'on a déjà constaté, celui de la recontinentalisation des échanges qui a déjà débuté depuis une dizaine d'années. Ça accélère dans ce sens-là. Le problème des États-Unis, c'est quand même en fait l'effet dollar. Est-ce que en fait, c'est premièrement l'effet dollar et l'effet quand même incertitude, à travers quand même l'imprévisibilité des mesures prises par Donald Trump. Ça incite pas non plus en fait un certain nombre d'entreprises à les délocaliser en fait vers les États-Unis. Et si je vais même plus loin, tout de même un des principaux fournisseurs. Alors au Canada, au Mexique, oui. Là clairement, on peut y avoir, même si attention de quoi on parle en fait, mais là en l'occurrence, on est sur une forme de recontinentalisation des échanges. À la limite, ça les regarde, ça. Vous voyez, on est sur en gros le concept d'Amérique du Nord. Voilà, donc les États-Unis vont encore plus jouer le rôle de leadership dans ce domaine. Ils sont en train de reconstituer en fait finalement la nature des échanges entre eux. De toute façon, le Canada et le Mexique n'auront pas d'autre choix que de s'y plier au regard de leur dépendance aux États-Unis. Ça, c'est réglé. L'autre vrai sujet, par contre, c'est la Chine. Alors autant on peut imaginer des entreprises européennes peut-être se plier finalement au désirata des États-Unis, aller installer des unités de production là-bas. Attendez, par contre, sur la question États-Unis-Chine, c'est pas demain la veille tout de même que dans les grandes proportions, les lieux de production, les unités de production chinoises aillent s'installer aux États-Unis, puisque là, il y a quand même un conflit ouvert géopolitique sous-jacent qui est beaucoup plus sensible. Donc, c'est clair, l'objectif, c'est rapatrier des unités de production aux États-Unis, parce que là, c'est jackpot pour eux, puisque d'une certaine manière, ils vont fiscaliser, en fait, la fiscalité, même si elle est faible, la fiscalité, enfin, l'impôt de production, c'est pour le coup dans la poche des Américains, l'IS, c'est dans la poche des Américains, donc d'une certaine manière, ça serait effectivement fiscalement plus intéressant pour eux. Mais après, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'ils vont réussir à rapatrier des unités de production aujourd'hui, en fait, qui existent en Chine. Ça c'est un autre sujet. Hein. Et en tout cas, on ne le saura pas d'ailleurs dans 6 mois. Juste dernière question, et on revient au point de départ. Est-ce que Trump vient de lancer une guerre commerciale mondiale en disant « je frappe de 25% l'aluminium, l'acier produit partout ailleurs dans le monde, sans exception ». Il ne va pas s'arrêter là. Et on nous parle maintenant des médicaments, des droits de douane sur les voitures, sur les semi-conducteurs. Est-ce que c'est une guerre commerciale mondiale qui est en train de prendre vie sous nos yeux ? Vous savez, pour parler d'une guerre, il faut 2 belligérants. Aujourd'hui, finalement, on n'a pas la certitude d'une guerre commerciale parce que pour ça, il faudrait qu'en fait les gens qui sont frappés par ces mesures-là aient la capacité de réagir. À ce stade, ça nous paraît aujourd'hui très très fragile. Donc, une guerre voudrait dire qu'en fait qu'on rentre dans une forme de course à l'échalote et de réponse à ces mesures. Pour l'instant, en fait, les États-Unis sont trop en forme par rapport au reste du monde pour que leurs adversaires ou leurs partenaires, alors ça dépend de là où on regarde, mais leurs partenaires ou leurs adversaires bombent le torse et y répondent de manière franche et directe. D'ailleurs, on l'a vu en Chine, effectivement, ils ont répondu par finalement des mesures de taxes douanières, mais sur des choses qu'ils n'achètent pas. Donc, concrètement, c'était purement de la com et du symbolique. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'affronter une guerre commerciale. Vous faites la guerre quand vous avez un infime espoir de la gagner. Donc c'est là où je ne dirais pas qu'on rentre dans une forme de guerre commerciale. On est dans la matérialisation d'une hégémonie encore plus prégnante des États-Unis et qui aujourd'hui n'est plus feinte. Voilà, on n'a plus l'élégance ou de la discrétion en fait de sa puissance. Là aujourd'hui, Trump, il utilise tous les attributs de la puissance et il le montre. C'est ça la vraie différence. Donc alors après, à terme, action-réaction. Donc une guerre, ça serait immédiat, les réponses sont immédiates. À terme, évidemment, ça va pousser tout le reste du monde à se réorganiser. La recontinentalisation des échanges, elle va se produire aussi en Asie encore plus. C'est-à-dire qu'on va avoir probablement des continents qui vont devoir faire l'état des lieux et se dire que leur avenir leur appartiendra beaucoup plus. En tout cas, ils ne pourront pas s'appuyer sur d'autres acteurs pour assurer leur propre avenir. Donc on est face probablement plutôt à une deuxième étape de réorganisation des échanges internationaux dans leur ensemble. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre, bonne journée. Merci David. Bye.